Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Platon, inventeur de la théorie des idées, des formes, qui a transcrit la maïeutique, l'art d'accoucher les vérités par le dialogue, de Socrate, son maître, et a été le père fondateur de l'Académie, où Aristote y était son disciple. Platon est un philosophe de la Grèce antique, né et mort à Athènes. Élève de Socrate, il a repris le travail de celui-ci, ainsi que de Parménide d'Élée, d'Héraclite d'Éphèse et de Pythagore de Samos, afin de faire éclore sa propre pensée en métaphysique, en éthique, en esthétique et en politique. Son œuvre est composée presque exclusivement de dialogues. Chacun de ceux-ci interroge un sujet donné. Il développe principalement une réflexion sur les idées, la théorie des formes. Sa théorie interprète le monde sensible comme un ensemble de réalités issues de leur immuable modèle, les formes. Les formes sont des réalités immatérielles et immuables, demeurant éternellement identiques à elles-mêmes, universelles et intelligibles. Seules réellement étant, elles sont. Les formes sont indépendantes de la pensée. Ainsi, contrairement aux choses sensibles dont la réalité est changeante, les formes sont l'unique et vraie réalité. L'opposition entre le sensible, les choses changeantes, et l'intelligible, les choses universelles, provoque une séparation de l'être. L'opinion porte sur le monde sensible et la science porte sur la connaissance des réalités intelligibles. Comme il y a deux mondes au dehors de l'humain, l'intelligible et le sensible, il y a deux mondes au dedans de l'humain, l'âme et le corps. L'âme, dont le lieu véritable est le monde intelligible des formes, et le corps, dont le lieu est le monde sensible et qui est une apparence physique vouée à disparaître. Éternelle, l'âme connaît les formes par nature, mais liée au corps par l'incarnation, elle est brouillée, perturbée par lui. Le corps est un brouillard qui empêche l'âme de percevoir avec netteté le ciel des formes. Philosopher, c'est oublier les soucis du corps au profit de ceux de l'âme. C'est mettre le corps entre parenthèses pour permettre à l'âme, ainsi libérée, de se déployer et d'atteindre les formes. Platon a fondé à Athènes une école nommée l'Académie, selon le modèle des pythagoriciens. Il y a enseigné pendant 40 années. Sur le fronton de l'Académie est gravée, selon la légende, la devise « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre » afin de pratiquer la géométrie sacrée. On y poursuit des recherches scientifiques. L'enseignement des sciences exactes prépare à l'étude de la philosophie considérée en elle-même et dans ses applications à la politique. Les sophistes, dont le raisonnement n'est logique qu'en apparence, et Socrate sont les figures qui ressortent des dialogues de Platon. Les sophistes comme adversaires et Socrate comme interlocuteur principal, mais la nature exacte des relations entre Socrate et Platon reste entièrement inconnue.
Platon et Pythagore ont partagé une approche mystique de l'âme et de sa place dans le monde matériel. La connaissance est une activité de l'âme au contact de différents objets. Parmi ceux-ci se trouve l'ensemble des choses sensibles dont la totalité constitue le monde. Le vivant défini comme un corps animé, c'est-à-dire doté d'une âme, est affecté par ces objets sensibles, ainsi que par les processus internes à l'organisme. Les impressions sont les mouvements provoqués dans le corps par les objets extérieurs. Mais toutes les impressions ne sont pas perçues par l'âme. Seules le sont les sensations qui consistent en jugement de l'âme sur les objets qui l'entourent. Les 5 sens, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, captent des signaux venant de l'extérieur et les communiquent à l'âme où ils deviennent des sensations. Les maladies de l'âme viennent du dysfonctionnement du corps ou d'une mauvaise éducation. L'âme ne peut parvenir à l'être par le moyen des sensations. Il faut donc qu'une certaine puissance de l'âme soit au contact des réalités vraies pour produire une science authentique, ce qui implique également que l'âme participe d'une certaine manière à l'intelligible. Ce rapport de l'âme à l'intelligible est décrit à travers le ressouvenir. La réminiscence est le ressouvenir par l'âme à l'occasion d'une perception sensible de connaissances qu'elle a acquises en dehors de son séjour dans un corps et qu'elle a perdu lors de sa réincorporation. L'acquisition de la connaissance doit alors débuter par une reconnaissance avant de se poursuivre par l'épreuve de la réfutation qui nie, infirme et montre éventuellement la fausseté de cette connaissance innée. Connaître, c'est reconnaître, et la théorie de la réminiscence a l'avantage de faire porter l'attention sur une question essentielle. On ne peut rien connaître si l'on part d'un néant de connaissance. C'est en séjournant dans un monde intelligible, supérieur au monde empirique, sensible, que l'âme a contemplé les réalités divines. Ainsi, immortelle et maintes fois renaissante, l'âme a tout vu, tant ici-bas que dans l'Hadès, séjour des morts, et il n'est rien qu'elle n'ait appris. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que, sur la vertu et sur le reste, elle soit capable de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement. L'âme est un être apparenté aux formes, au divin, qui a un mouvement propre. Elle est immortelle et se compose de 3 puissances, de 3 pouvoirs: le raisonnable, la colère et l'appétit. Le raisonnable est un élément rationnel, immortel, divin. C'est un démon. Socrate disait entendre en lui la voix d'un démon, c'est-à-dire d'une puissance supérieure lorsqu'il était tenté de commettre une mauvaise action. Ce mot en Grèce n'a aucune dimension diabolique. La colère, élément irascible, impulsif, agressif. Elle est cette partie de l'âme susceptible d'emportement, de colère, de courage. L'appétit
élément concupiscible, appétit du matériel, désirant le siège du désir, le siège des passions, faim, sexualité. Le premier pouvoir, le raisonnable, en tant qu'il a seul rapport à l'intelligible, est le plus noble des trois. Le second, la colère, caractéristique de la volonté d'enrichissement personnel, de bonne réputation et des tentatives de prouesse qui en découlent, n'est utile que si elle se met au service de l'élément raisonnable, afin de maîtriser le troisième élément, l'appétit, qui mène irrémédiablement au vice, au défaut. Autrement dit, la vie bonne suppose que s'établisse entre ces trois parties de l'âme une hiérarchie. Le raisonnable gouverne la colère qui gouverne l'appétit. La politique et l'éthique ont pour point de départ et pour finalité l'âme. La politique a pour but de prendre soin de l'âme des citoyens par le moyen de l'éducation. C'est la science du bien, et elle est donc supérieure à toutes les autres sciences. Platon la désigne comme une technique royale. Le déséquilibre dans les cités, dans les agglomérations, par lequel on passe d'un régime politique à un autre, correspond au déséquilibre qui s'inscrit dans la hiérarchie entre les parties de l'âme. Comment passe-t-on d'un régime politique à un autre? L'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, est le seul régime parfait. Il correspond à l'idéal du philosophe roi, qui réunit pouvoir et sagesse entre ses mains. Ce régime est suivi de 4 régimes imparfaits. La timocratie, l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. La timocratie est un régime fondé sur l'honneur. L'oligarchie est un régime fondé sur les richesses. La démocratie est un régime fondé sur l'égalité. La tyrannie est un régime fondé sur le désir. Ce dernier régime marque la fin de la politique puisqu'il abolit les lois. De même qu'une vie juste suppose que le raisonnable gouverne la colère et que celle-ci contrôle l'appétit, la cité juste implique le gouvernement des philosophes dont la raison est la vertu essentielle. Au contraire, le régime timocratique correspond au gouvernement de la colère, le courage et l'ardeur guerrière, vertu essentielle des soldats ou gardiens de la cité. Et le régime tyrannique correspond à celui de l'appétit. La tyrannie est donc un régime où seuls dominent les passions du tyran. Comme Pythagore, Platon est mathématicien. On lui doit une découverte d'importance, celle des 5 polyèdres convexes réguliers, connus sous le nom de solides platoniciens. Un polyèdre ou solide à surface plane est convexe lorsqu'il n'a pas de trou et régulier lorsque toutes ses faces sont égales. Il n'y a que 5 polyèdres convexes réguliers dans un espace à 3 dimensions, et il ne peut y en avoir davantage. L'hexaèdre, le cube, est le plus connu et possède 6 faces carrées.
Il y a aussi le tétraèdre qui possède 4 triangles équilatéraux, l'octaèdre qui possède 8 triangles équilatéraux, le dodécaèdre qui possède 12 pentagones et l'icosaèdre qui possède 20 triangles équilatéraux. Platon a fait de ces solides les symboles des éléments. L'hexaèdre représente la terre. Le tétraèdre représente le feu. L'octaèdre représente l'air. Le dodécaèdre représente l'éther. Et l'icosaèdre représente l'eau. C'est tout à fait l'état d'un philosophe, s'étonner. La philosophie n'a pas d'autre principe que celui-là. En tout sujet, il n'y a qu'un point de départ si l'on veut décider valablement. Il faut savoir sur quoi on délibère, faute de quoi on manque complètement le but. C'est inévitable. Il échappe à la plupart des gens qu'ils ne connaissent pas l'essence des choses. Aussi, faisant comme s'ils la connaissaient, ils négligent de se mettre d'accord au début de l'examen qu'ils entreprennent, négligence dont ils font les frais chemin faisant, car ils ne s'accordent ni avec eux-mêmes, ni entre eux. Avoir une opinion et entreprendre de nous en faire une, n'est-ce pas partir de la mémoire et de la sensation que cela nous advient à chaque fois? De tous les gens qui contemplent la multiplicité de belles choses, mais qui ne voient pas le beau en soi, et qui sont incapables de suivre celui qui les y conduit, de tous ceux qui contemplent la multiplicité des actes justes, sans voir le juste en soi et ainsi du reste, de ces gens-là, nous dirons qu'ils ont opinion de tout cela, mais qu'ils n'ont aucunement connaissance de ce dont ils ont opinion. Inversement, ceux qui contemplent chacune de ces réalités en elles-mêmes et en tant qu'elles demeurent toujours identiques à elles-mêmes, nous dirons qu'ils ont connaissance et non pas opinion, n'est-ce pas? Ainsi, nous dirons encore que les objets que recherchent et aiment les uns, ce sont ceux de la connaissance, les autres ceux de l'opinion. Aurons-nous tort de les appeler philodoxes plutôt que philosophes? Est-ce qu'ils nous en voudront beaucoup de les appeler ainsi? Ainsi, ceux qu'il faut appeler philosophes et non philodoxes, ce sont ceux qui recherchent chaque être en soi. L'âme, lorsqu'elle se sert du corps pour examiner quelque chose, que ce soit de la vue, de l'ouïe ou de quelque autre sensation, car recourir à la sensation, c'est recourir au corps, le corps l'entraîne vers ce qui n'est jamais identique à soi-même. Elle divague, elle est prise de troubles et de vertiges, comme si elle avait bu du seul fait d'entrer en rapport avec une réalité de cette sorte. Mais quand elle examine en elle-même et par elle-même, c'est ailleurs qu'elle se dirige, vers ce qui est pur, éternel, immortel, toujours identique à soi. Comme elle est apparentée à cette réalité, elle ne cesse d'avoir commerce avec elle aussi longtemps qu'elle est en elle-même et par elle-même, et qu'elle peut l'être. Elle cesse de divaguer,
et le contact avec cette réalité fait qu'elle demeure toujours identique à elle-même. C'est cet état de l'âme qui se nomme pensée. Nous sommes exactement dans la situation de quelqu'un qui se tiendrait à mi-chemin du fond de la mer et croirait se trouver à la surface. Voyant le soleil et les astres à travers l'eau, c'est la mer qu'il prendrait pour le ciel. Par indolence et faiblesse, il n'aurait jamais atteint la surface de la mer, et faute d'avoir émergé et mis la tête hors de l'eau en notre lieu terrestre, il n'aurait jamais vu à quel point il est plus pur et plus beau que le séjour de ses semblables, ni n'en aurait entendu parler pour quelqu'un qui l'aurait vu. Eh bien, voilà exactement ce qui nous arrive à nous également. Logés dans quelques trous de la terre alors que nous croyons en habiter la surface, c'est l'air que nous appelons le ciel et que nous prenons pour le ciel où se meuvent les autres, et notre condition est identique. Par faiblesse et indolence, nous sommes incapables de traverser complètement la couche de l'air, à supposer que l'un d'entre nous y parvienne ou que des ailes lui permettent de s'envoler. Alors, il émergerait et verrait exactement comme des poissons qui émergent de la mer découvrent notre séjour terrestre. Il découvrirait la région supérieure. Et si sa nature était capable de soutenir cette contemplation, c'est alors qu'il connaîtrait le véritable ciel, la vraie lumière et la terre véritable. D'autres informations se trouvent dans le livre intitulé « Les leçons d'Abshakam » que vous trouverez sur Amazon. Je vous remercie de votre attention.